F. Irlande. Avant de clore cette section, il nous faut passer d'Angleterre en Irlande. Et d'abord, constatons les faits qui nous servent de point de départ. La population de l'Irlande avait atteint, en 1841, le chiffre de 8 222 664 habitants. En 1861, elle était tombée à 5 788 415, et en 1866, à 5,5 millions, c'est-à-dire à peu de choses près au même niveau qu'en 1800. La diminution commença avec la famine de 1846, de telle sorte que l'Irlande, en moins de 20 ans, perdit plus de 5/16 de sa population. Note 215. La somme totale de ces immigrants, de mai 1851 à juillet 1865, s'éleva à 1 591 487 personnes. L'émigration des 5 dernières années, de 1861 à 1865, comprenant plus d'un demi-million. De 1851 à 1861, le chiffre des maisons habitées diminua de 52 990. Dans le même intervalle, le nombre des métairies de 15 à 30 acres s'accrut de 61 000 et celui des métairies au-dessus de 30 acres de 109 000, tandis que la somme totale de toutes les métairies diminuait de 120 000, diminution qui était donc due exclusivement à la suppression, ou en d'autres termes à la concentration des fermes au-dessous de 15 acres. Table A. Bestiaux. En 1860, le nombre total de chevaux était de 619 811. En 1861, de 614 232, soit une diminution de 5 579. En 1862, de 602 894, soit une diminution de 11 338. En 1863, de 579 978, soit une diminution de 22 916. En 1864, de 562 158, soit une diminution de 17 820. En 1865, de 547 867, soit une diminution de 14 291. En 1860, le nombre total de bêtes à cornes était de 3 600 374. En 1861, de 3 471 688, soit une diminution de 134 686. En 1862, de 3 254 890, soit une diminution de 216 798. En 1863, de 3 144 231, soit une diminution de 110 659. En 1864, de 3 262 294, soit une augmentation de 118 063. En 1865, de 3 493 414, soit une augmentation de 231 120. En 1860, le nombre total de moutons était de 3 542 080. En 1861, de 3 556 050, soit une augmentation de 13 970. En 1862, de 3 456 132, soit une diminution de 99 918. En 1863, de 3 308 204, soit une diminution de 147 928. En 1864, de 3 366 941, soit une augmentation de 58 737. En 1865, de 3 688 742, soit une augmentation de 321 801. En 1860, le nombre total de porcs était de 1 271 072. En 1861, de 1 102 042, soit une diminution de 169 030. En 1862, de 1 154 324, soit une augmentation de 52 282. En 1863, de 1 067 458, soit une diminution de 86 866. En 1864, de 1 058 480, soit une diminution de 8 978. En 1865, de 1 299 893, soit une augmentation de 241 413. La table ci-dessus donne pour résultat de 1860 à 1865, chevaux, diminution absolue de 71 944. Bêtes à cornes, diminution absolue de 112 960. Moutons, augmentation absolue de 146 662. Porcs, augmentation absolue de 28 821. Note 216.
La décroissance de la population fut naturellement accompagnée d'une diminution de la masse des produits. Il suffit, pour notre but, d'examiner les 5 années de 1861 à 1866, pendant lesquelles le chiffre de l'immigration monta à plus d'1 demi-million, tandis que la diminution du chiffre absolu de la population dépassa 1/3 de million. Passons maintenant à l'agriculture, qui fournit les subsistances aux hommes et aux bestiaux. Dans la table suivante, l'augmentation et la diminution sont calculées pour chaque année particulière par rapport à l'année qui précède. Le titre grain comprend le froment, l'avoine, l'orge, le seigle, les fèves et les lentilles. Celui de récolte verte, les pommes de terre, les navets, les raves et les betteraves, les choux, les panaïs, les vesses, etc. Table B. Augmentation ou diminution du nombre d'acres consacrés à la culture et aux prairies, ou pâturages. Concernant les grains. En 1861, diminution de 15 701 acres. En 1862, diminution de 72 734 acres. En 1863, diminution de 144 719 acres. En 1864, diminution de 122 437 acres. En 1865, diminution de 72 450 acres. Total de 1860 à 1865. Diminution de 428 041 acres de grains. Concernant les récoltes vertes. En 1861, diminution de 36 974 acres. En 1862, diminution de 74 785 acres. En 1863, diminution de 19 358 acres. En 1864, diminution de 2 317 acres. En 1865, augmentation de 25 241 acres. Total de 1860 à 1865. Diminution de 108 193 acres de récolte verte. Concernant les herbages et trèfles. En 1861, diminution de 47 969 acres. En 1862, augmentation de 6 623 acres. En 1863, augmentation de 7 724 acres. En 1864, augmentation de 47 486 acres. En 1865, augmentation de 68 970 acres. Total de 1860 à 1865. Augmentation de 32 834 acres d'herbage et trèfle. Concernant le lin. En 1861, augmentation de 19 271 acres. En 1862, augmentation de 2055 acres. En 1863, augmentation de 63 922 acres. En 1864, augmentation de 87 761 acres. En 1865, diminution de 50 159 acres. Total de 1860 à 1865. Augmentation de 122 850 acres de lin. Concernant les terres servantes à la culture et à l'élève du bétail. En 1861, diminution de 81 873 acres. En 1862, diminution de 138 841 acres. En 1863, diminution de 92 431 acres. En 1864, augmentation de 10 493 acres. En 1865, diminution de 28 218 acres. Total de 1860 à 1865. Diminution de 330 870 acres de terre servant à la culture et à l'élève du bétail. Totaux sur la période de 1861 à 1865. Diminution de 428 041 acres de grains. Diminution de 108 193 acres de récolte verte. Augmentation de 32 834 acres d'herbage et trèfle. Augmentation de 122 850 acres de lin. Et diminution de 330 870 acres de terre servant à la culture et à l'élève du bétail. En 1865, la catégorie des herbages s'enrichit de 127 478 acres, parce que la superficie du sol désignée sous le nom de terre meuble ou de bog, tourbière, diminua de 101 543 acres. Si l'on compare 1865 avec 1864, il y a une diminution de grains de 246 667 quarters. Le quarter anglais égale 29 078 litres, dont 48 999 de froment,
166 606 d'avoine, 29 892 d'orge, etc. La diminution des pommes de terre, malgré l'agrandissement de la surface cultivée en 1865, a été de 446 398 tonnes, etc. Note 217. Table C. Augmentation ou diminution dans la superficie du sol cultivé, dans le produit par acre et dans le produit total de 1865 comparé à 1864. Froment. 276 483 acres en 1864, 266 989 en 1865, soit une diminution de 9 494 acres. Avoine. 1 814 886 acres en 1864, 1 745 228 acres en 1865, soit une diminution de 69 658 acres. Orge. 172 700 acres en 1864, 177 102 acres en 1865, soit une augmentation de 4 402 acres. Seigle, orge d'Écosse. 8 894 acres en 1864, 10 091 acres en 1865, soit une augmentation de 1197 acres. Pommes de terre. 1 039 724 acres en 1864, 1 066 260 acres en 1865, soit une augmentation de 26 536 acres. Navet. 337 355 acres en 1864, 334 212 acres en 1865, soit une diminution de 3 143 acres. Bête. 14 073 acres en 1864, 14 389 acres en 1865, soit une augmentation de 316 acres. Chou. 31 821 acres en 1864, 33 622 acres en 1865, soit une augmentation de 1801 acres. Lin. 301 693 acres en 1864, 251 433 acres en 1865, soit une diminution de 50 260 acres. Foin. 1 609 569 acres en 1864, 1 678 493 acres en 1865, soit une augmentation de 68 924 acres. Produit par acre en 1864 et en 1865. Froment. 13,3 quintaux en 1864, 13 quintaux en 1865, diminution de 0,3. Avoine. 12,1 quintaux en 1864, 12,3 quintaux en 1865, augmentation de 0,2. Orge. 15,9 quintaux en 1864, 14,9 quintaux en 1865, diminution de 1. Seigle. 16,4 quintaux en 1864, 14,8 quintaux en 1865, diminution de 1,6. Orge d'Écosse. 8,5 en 1864, 10,4 en 1865, augmentation de 1,9. Pommes de terre. 4 tonnes 1 en 1864, 3 tonnes 6 en 1865, diminution de 0,5. Navet. 10 tonnes 3 en 1864, 9 tonnes 9 en 1865, diminution 0 tonnes 4. Bête. 10 tonnes 5 en 1864, 13 tonnes 3 en 1865, augmentation de 2 tonnes 8. Chou. 9 tonnes 3 en 1864, 10 tonnes 4 en 1865, augmentation de 1 tonne 1. Lin. 34 stones de 14 livres en 1864, 25 stones de 14 livres en 1865, diminution de 9. Foin. 1 tonne 6 en 1864, 1 tonne 8 en 1865, augmentation de 0 tonne 2. Produit total. Froment. 875 782 quintaux en 1864, 826 783 quintaux en 1865, diminution de 48 909. Avoine. 7 826 332 quintaux en 1864, 7 659 727 quintaux en 1865, diminution 166 605. Orge.
761 909 quintaux en 1864, 732 017 quintaux en 1865, diminution de 29 892. Orge d'Écosse, 15 160 quintals en 1864, 13 989 quintals en 1865, diminution de 1171. Seigle, 12 680 quintaux en 1864, 18 864 quintaux en 1865, augmentation de 5 684. Pommes de terre, 4 312 388 tonnes en 1864, 3 865 990 tonnes en 1865, diminution de 446 398. Navets, 3 467 659 tonnes en 1864, 3 301 683 tonnes en 1865, diminution de 165 976. Bêtes, 147 284 tonnes en 1864, 191 937 tonnes en 1865, augmentation de 44 653. Choux, 297 375 tonnes en 1864, 350 252 tonnes en 1865, augmentation de 52 877. Lin, 64 506 tonnes de 14 livres en 1864, 39 751 tonnes de 14 livres en 1865, diminution de 24 945. Foin, 2 607 153 tonnes en 1864, 3 68 707 tonnes en 1865, augmentation de 461 554. Après le mouvement de la population et de la production agricole de l'Irlande, il faut bien examiner celui qui s'opère dans la bourse de ses propriétaires, de ses gros fermiers et de ses capitalistes industriels. Ce mouvement se reflète dans l'augmentation et la diminution de l'impôt sur le revenu. Pour l'intelligence de la table D, remarquons que la rubrique D, profits non compris ceux des fermiers, embrasse aussi les profits de gens dits en anglais de profession, professional, c'est-à-dire les revenus des avocats, des médecins, etc., en un mot des capacités entre guillemets, et que les rubriques C et E, qui ne sont pas énumérées en détail, comprennent les recettes d'employés, d'officiers, de sinécuristes, de créanciers de l'État, etc. Table D. Revenus en livres sterling soumis à l'impôt. Rubrique A. Rente foncière. En 1860, 13 893 829 livres sterling. En 1861, 13 3554 livres sterling. En 1862, 13 398 938 livres sterling. En 1863, 13 494 691 livres sterling. En 1864, 13 470 700 livres sterling. En 1865, 13 801 616 livres sterling. Rubrique B. Profit des fermiers. En 1860, 2 765 387 livres sterling. En 1861, 2 773 644 livres sterling. En 1862, 2 937 899 livres sterling. En 1863, 2 938 823 livres sterling. En 1864, 2 930 874 livres sterling. En 1865, 2 946 072 livres sterling. Rubrique D. Profits industriels, etc. En 1860, 4 891 652 livres sterling. En 1861, 4 836 203 livres sterling. En 1862, 3 858 800 livres sterling. En 1863, 4 846 497 livres sterling. En 1864, 4 546 147 livres sterling. En 1865, 4 850 199 livres sterling. Rubrique depuis A jusqu'à E. En 1860, 22 962 885 livres sterling. En 1861, 22 998 394 livres sterling. En 1862, 23 597 574 livres sterling. En 1863, 23 658 631 livres sterling. En 1864,
23 236 298 livres sterling. En 1865, 23 930 340 livres sterling. Note 218. Sous la rubrique D, l'augmentation du revenu de 1853 à 1864 n'a été par an en moyenne que de 0,93, tandis qu'elle était de 4,48 pour la même période dans la Grande-Bretagne. La table suivante montre la distribution des profits, à l'exception de ceux des fermiers, pour les années de 1864 et 1865. Table E, rubrique D. Revenu de profit au-dessus de 60 livres sterling en Irlande. En 1864, la recette totale annuelle distribuée était de 4 368 610 livres sterling pour 17 467 personnes. En 1865, elle était de 4 669 979 pour 18 081 personnes. En 1864, les revenus annuels entre 60 et 100 livres sterling étaient de 238 726 livres sterling en 1864 pour 5 015 personnes. En 1865, ils étaient de 222 575 pour 4 703 personnes. De la recette totale annuelle en 1864, 1 979 066 livres sterling pour 11 321 personnes. En 1865, 2 28 571 pour 12 184 personnes. Reste de la recette totale annuelle en 1864, 2 150 818 livres sterling pour 1131 personnes, dont 1 073 906 livres sterling pour 1010 personnes, 1 76 912 livres sterling pour 121 personnes, 430 535 livres sterling pour 105 personnes, 646 377 livres sterling pour 26 personnes, 262 819 livres sterling pour 3 personnes. En 1865, 2 418 833 livres sterling pour 1194 personnes, dont 1 97 927 livres sterling pour 1044 personnes, 1 320 906 livres sterling pour 150 personnes, 584 458 livres sterling pour 122 personnes, 736 448 livres sterling pour 28 personnes, 274 528 livres sterling pour 3 personnes. Note 219. L'Angleterre, pays de production capitaliste développé et pays industriel avant tout, serait morte d'une saignée de population telle que l'a subie l'Irlande. Mais l'Irlande n'est plus aujourd'hui qu'un district agricole de l'Angleterre, séparé d'elle par un large canal, et qui lui fournit du blé, de la laine, du bétail, des recrues pour son industrie et son armée. Le dépeuplement a enlevé à la culture beaucoup de terres, a diminué considérablement le produit du sol et, malgré l'agrandissement de la superficie consacrée à l'élève du bétail, a amené dans quelques-unes de ses branches une décadence absolue et dans d'autres un progrès à peine digne d'être mentionné, car il est constamment interrompu par des reculs. Néanmoins, au fur et à mesure de la décroissance de la population, les revenus du sol et les profits des fermiers se sont élevés en progression continue, ces derniers cependant avec moins de régularité. La raison en est facile à comprendre. D'une part, en effet, l'absorption des petites fermes par les grandes et la conversion de terres arables en pâturage permettaient de convertir en produit net une plus grande partie du produit brut. Le produit net grandissait, quoique le produit brut, dont il forme une fraction, diminua. D'autre part, la valeur numéraire de ce produit net s'élevait plus rapidement que sa masse, par suite de la hausse que les prix de la viande, de la laine, etc., subissaient sur le marché anglais durant les 20 et plus spécialement les 10 dernières années. Des moyens de production éparpillés, qui fournissent aux producteurs eux-mêmes leur occupation et leur subsistance, sans que jamais le travail d'autrui s'y incorpore et les valorise, ne sont pas plus capitales que le produit consommé par son propre producteur les marchandises. Si donc la masse des moyens de production engagés dans l'agriculture diminuait en même temps que la masse de la population, par contre, la masse du capital employé augmentait, parce qu'une partie des moyens de production auparavant éparpillés s'était convertie en capital. Tout le capital de l'Irlande, employé en dehors de l'agriculture, dans l'industrie et le commerce, s'accumula pendant les 20 dernières années lentement et au milieu de fluctuations incessantes. La concentration de ces éléments individuels n'en fut que plus rapide. Enfin, quelque faible qu'en ait été l'accroissement absolu, il paraît toujours assez considérable en présence de la dépopulation progressive.
Là se déroule donc, sous nos yeux et sur une grande échelle, un mouvement à souhait, plus beau que l'économie orthodoxe n'eût pu l'imaginer pour justifier son fameux dogme, que la misère provient de l'excès absolu de la population et que l'équilibre se rétablit par le dépeuplement. Là, nous passons par une expérience bien autrement importante, au point de vue économique, que celle dont le milieu du XIVe siècle fut témoin lors de la peste noire, tant fêtée par les Malthusiens. Du reste, prétendre vouloir appliquer aux conditions économiques du XIXe siècle et à son mouvement de population correspondant un étalon emprunté au XIVe siècle, c'est une naïveté de pédant. Et d'autre part, citer cette peste qui décima l'Europe sans savoir qu'elle fut suivie d'effets tout à fait opposés sur les deux côtés du détroit, c'est de l'érudition d'écoliers. En Angleterre, elle contribua à l'enrichissement et l'affranchissement des cultivateurs, en France à leur appauvrissement, à leur asservissement plus complet. Note 220. La famine de 1846 tua en Irlande plus d'1 million d'individus, mais ce n'étaient que des pauvres diables. Elle ne porta aucune atteinte directe à la richesse du pays. L'exode qui s'ensuivit, lequel dure depuis 20 années et grandit toujours, décima les hommes, mais non, comme l'avait fait en Allemagne, par exemple la guerre de 30 ans, leurs moyens de production. Le génie irlandais inventa une méthode toute nouvelle pour enlever un peuple malheureux à des milliers de lieues du théâtre de sa misère. Tous les ans, les émigrants transplantés en Amérique envoient quelque argent au pays. Ce sont les frais de voyage des parents et des amis. Chaque troupe qui part entraîne le départ d'une autre troupe l'année suivante. Au lieu de coûter à l'Irlande, l'émigration forme ainsi une des branches les plus lucratives de son commerce d'exportation. Enfin, c'est un procédé systématique qui ne creuse pas seulement un vide passager dans les rangs du peuple, mais lui enlève annuellement plus d'hommes que n'en remplace la génération, de sorte que le niveau absolu de la population baisse d'année en année. Note 221. Et pour les travailleurs restés en Irlande et délivrés de la surpopulation, quelles ont été les conséquences? Voici. Il y a relativement la même surabondance de bras qu'avant 1846. Le salaire réel est aussi bas, le travail plus exténuant et la misère des campagnes conduit de rechef le pays à une nouvelle crise. La raison en est simple. La révolution agricole a marché du même pas que l'émigration. L'excès relatif de population s'est produit plus vite que sa diminution absolue. Tandis qu'avec l'élève du bétail, la culture des récoltes vertes, telles que légumes, etc., qui occupent beaucoup de bras, s'accroît en Angleterre, elle décroît en Irlande. Là, de vastes champs autrefois cultivés sont laissés en friche ou transformés en pâturage permanent, en même temps qu'une portion du sol naguère stérile et inculte et des marais tourbeux servent à étendre l'élevage du bétail. Du nombre total des fermiers, les petits et les moyens, je range dans cette catégorie tous ceux qui ne cultivent pas au-delà de 100 acres, forment encore les 8/10. Note 222. Ils sont de plus en plus écrasés par la concurrence de l'exploitation agricole capitaliste et fournissent sans cesse de nouvelles recrues à la classe des journaliers. La seule grande industrie de l'Irlande, la fabrication de la toile, n'emploie qu'un petit nombre d'hommes faits, et malgré son expansion, depuis l'enchérissement du coton, n'occupe en général qu'une partie proportionnellement peu importante de la population. Comme toute autre grande industrie, elle subit des fluctuations fréquentes, des secousses convulsives donnant lieu à un excès relatif de population, lors même que la masse humaine qu'elle absorbe va en croissant. D'autre part, la misère de la population rurale est devenue la base sur laquelle s'élèvent de gigantesques manufactures de chemises et autres, dont l'armée ouvrière est éparse dans les campagnes. On y retrouve le système déjà décrit du travail à domicile, système où l'insuffisance des salaires et l'excès de travail servent de moyens méthodiques de fabriquer des surnuméraires. Enfin, quoique le dépeuplement ne puisse avoir en Irlande les mêmes effets que dans un pays de production capitaliste développé, il ne laisse pas de provoquer des contre-coups sur le marché intérieur. Le vide que l'immigration y creuse non seulement resserre la demande de travail locale, mais la recette des épiciers, détaillants, petits manufacturiers, gens de métier, etc., en un mot de la petite bourgeoisie, s'en ressent. De là cette diminution des revenus au-dessus de 60 livres et au-dessous de 100, signalée dans la table E. Un exposé lucide de l'état des salariés agricoles se trouve dans les rapports publiés en 1870 par les inspecteurs de l'administration de la loi des pauvres en Irlande. Note 223. Fonctionnaires d'un gouvernement qui ne se maintient dans leur pays que grâce aux baïonnettes et à l'état de siège, tantôt déclarés, tantôt dissimulés, ils ont à observer tous les ménagements de langage dédaignés par leurs collègues anglais. Mais, malgré cette retenue judicieuse, ils ne permettent pas à leurs maîtres de se bercer d'illusions. D'après eux, le taux des salaires agricoles, toujours très bas,
s'est néanmoins, pendant les 20 dernières années, élevé de 50 à 60%, et la moyenne hebdomadaire en est maintenant de 6 à 9 shillings. Toutefois, c'est en effet une baisse réelle qui se déguise sous cette hausse apparente, car celle-ci ne correspond pas à la hausse des objets de première nécessité, comme on peut s'en convaincre par l'extrait suivant, tiré des comptes officiels d'un workhouse irlandais. Moyenne hebdomadaire des frais d'entretien par tête. Année finissant le 29 septembre 1849. Vivres, 1 shilling 3 pence 1 quart. Vêtements, 0 shilling 3 pence. Total, 1 shilling 6 pence 1 quart. Année finissant le 29 septembre 1869. Vivres, 2 shillings 7 pence 1 quart. Vêtements, 0 shilling 6 pence. Total, 3 shillings 1 quart de penny. Le prix des vivres de première nécessité est donc actuellement presque 2 fois plus grand qu'il y a 20 ans, et celui des vêtements a exactement doublé. À part cette disproportion, ce serait s'exposer à commettre de graves erreurs que de comparer simplement les taux de la rémunération monétaire aux deux époques. Avant la catastrophe, le gros des salaires agricoles était avancé en nature, de sorte que l'argent n'en formait qu'un supplément. Aujourd'hui, la paye en argent est devenue la règle. Il en résulte qu'en tout cas, quel que fût le mouvement du salaire réel, son taux monétaire ne pouvait que monter. Ouvrez les guillemets. Avant l'arrivée de la famine, le travailleur agricole possédait un lopin de terre, où il cultivait des pommes de terre et élevait des cochons et de la volaille. Aujourd'hui, non seulement il est obligé d'acheter toutes ses vivres, mais encore il voit disparaître les recettes que lui rapportait autrefois la vente de ses cochons, de ses poules et de ses œufs. Note 224, fermez les guillemets. En effet, les ouvriers ruraux se confondaient auparavant avec les petits fermiers et ne formaient en général que l'arrière-ban des grandes et moyennes fermes où ils trouvaient de l'emploi. Ce n'est que depuis la catastrophe de 1846 qu'ils commencèrent à constituer une véritable fraction de la classe salariée, un ordre à part n'ayant avec les patrons que des relations pécuniaires. Leur état d'habitation, et l'on sait ce qu'il était avant 1846, n'a fait qu'empirer. Une partie des ouvriers agricoles, qui décroît du reste de jour en jour, réside encore sur les terres des fermiers dans des cabanes encombrées, dont l'horreur dépasse tout ce que les campagnes anglaises nous ont présenté de pire en ce genre. Et à part quelques districts de la province de Slur, cet état de choses est partout le même. Au sud dans les comtés de Cork, de Limerick, de Kilkenny, etc. À l'est dans les comtés de Wexford, Wicklow, etc. Au centre dans Queen's County, Kings County, le comté de Dublin, etc. Au nord dans les comtés de Down, Downstream, de Tyrone, etc. Enfin à l'ouest dans les comtés de Sligo, de Roscommon, de Mayo, de Galway, etc. C'est une honte, s'écrie un des inspecteurs. C'est une honte pour la religion et la civilisation de ce pays. Note 225. Pour rendre aux cultivateurs l'habitation de leurs tanières plus supportable, on confisque d'une manière systématique les lambeaux de terre qui ont été attachés de temps immémorial. Ouvrez les guillemets. La conscience de cette sorte de banc auquel ils sont mis par les landlords et leurs agents a provoqué chez les ouvriers ruraux des sentiments correspondant d'antagonisme et de haine contre ceux qui les traitent pour ainsi dire en race proscrite. Note 226, fermez les guillemets. Pourtant, le premier acte de la révolution agricole ayant été de raser sur la plus grande échelle et comme sur un mot d'ordre donné d'en haut les cabanes situées sur le champ de travail, beaucoup de travailleurs furent forcés de demander un abri aux villes et villages voisins. Là, on les jeta comme du rebut dans des mansardes, des trous, des souterrains et dans les recoins des mauvais quartiers. C'est ainsi que des milliers de familles irlandaises, se distinguant, au dire même d'anglais imbus de préjugés nationaux par leur rare attachement au foyer, leur gaieté insouciante et la pureté de leurs mœurs domestiques, se trouvèrent tout à coup transplantés dans des serres chaudes de corruption. Les hommes vont maintenant chercher de l'ouvrage chez les fermiers voisins et ne sont loués qu'à la journée, c'est-à-dire qu'ils subissent la forme de salaire la plus précaire. De plus, ils ont maintenant de longues courses à faire pour arriver aux fermes et en revenir, souvent mouillés comme des rats, et exposés à d'autres rigueurs qui entraînent fréquemment l'affaiblissement, la maladie et le dénuement. Note 227, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Les villes avaient à recevoir d'année en année ce qui était censé être le surplus de bras des districts ruraux. Note 228, fermez les guillemets. Et puis on trouve étonnant, ouvrez les guillemets, qu'il y ait un surplus de bras dans les villages et les villes et un manque de bras dans les districts ruraux. Note 229, fermez les guillemets.
La vérité est que ce manque ne se fait sentir, ouvrez les guillemets, qu'au temps des opérations agricoles urgentes, au printemps et à l'automne, tandis qu'aux autres saisons de l'année, beaucoup de bras restent oisifs. Note 230, fermez les guillemets. Que, ouvrez les guillemets, après la récolte d'octobre au printemps, il n'y a guère d'emploi pour eux. Note 231, fermez les guillemets. Et qu'ils sont en outre pendant les saisons actives, ouvrez les guillemets, exposés à perdre des journées fréquentes et à subir toutes sortes d'interruptions du travail. Note 232, fermez les guillemets. Ces résultats de la révolution agricole, c'est-à-dire de la conversion de champs arables en pâturage, de l'emploi des machines, de l'économie de travail la plus rigoureuse, etc., sont encore aggravés par les landlord modèles, ceux qui, au lieu de manger leur rente à l'étranger, daignent résider en Irlande, sur leur domaine. De peur que la loi de l'offre et la demande de travail n'aille faire fausse route, ces messieurs, ouvrez les guillemets, tirent à présent presque tout leur approvisionnement de bras de leurs petits fermiers, qui se voient forcés de faire la besogne de leur seigneur à un taux de salaire généralement au-dessous du taux courant payé aux journaliers ordinaires, et cela sans aucun égard aux inconvénients et aux pertes que leur impose l'obligation de négliger leurs propres affaires aux périodes critiques des semailles et de la moisson. Note 233, fermez les guillemets. L'incertitude de l'occupation, son irrégularité, le retour fréquent et la longue durée des chômages forcés, tous ces symptômes d'une surpopulation relative sont donc consignés dans les rapports des inspecteurs de l'administration des pauvres comme autant de griefs du prolétariat agricole irlandais. On se souviendra que nous avons rencontré chez le prolétariat agricole anglais des phénomènes analogues. Mais il y a cette différence que, l'Angleterre étant un pays d'industrie, la réserve industrielle s'y recrute dans les campagnes, tandis qu'en Irlande, pays d'agriculture, la réserve agricole se recrute dans les villes qui ont reçu les ruraux expulsés. Là, les surnuméraires de l'agriculture se convertissent en ouvriers manufacturiers. Ici, les habitants forcés des villes, tout en continuant à déprimer le taux des salaires urbains, restent agriculteurs et sont constamment renvoyés dans les campagnes à la recherche de travail. Les rapporteurs officiels résument ainsi la situation matérielle des salariés agricoles. Ouvrez les guillemets. Bien qu'ils vivent avec la frugalité la plus rigoureuse, leurs salaires suffisent à peine à leur procurer, à eux et à leurs familles, la nourriture et le logement. Il leur faut d'autres recettes pour les frais de vêtements. L'atmosphère de leur demeure, combinée avec d'autres privations, a rendu cette classe particulièrement sujette au typhus ou à l'aphthysie. Note 234, fermez les guillemets. Après cela, on ne s'étonnera pas que, suivant le témoignage unanime des rapporteurs, un sombre mécontentement pénètre les rangs de cette classe, qu'elle regrette le passé, déteste le présent, ne voit aucune chance de salut dans l'avenir, se prête aux mauvaises influences des démagogues et soit possédée de l'idée fixe d'émigrer en Amérique. Tel est le pays de cocagne, que la dépopulation, la grande panacée malthusienne, a fait de la verte hérine. Quant aux aises dont jouissent les ouvriers manufacturiers, en voici un échantillon. Lors de ma récente inspection du nord de l'Irlande, dit l'inspecteur de fabrique Robert Baker, j'ai été frappé des efforts faits par un habile ouvrier irlandais pour donner, malgré l'exiguïté de ses moyens, de l'éducation à ses enfants. C'est une bonne main, sans quoi il ne serait pas employé à la fabrication d'articles destinés pour le marché de Manchester. Je vais citer littéralement les renseignements que Johnson, c'est son nom, m'a donnés. On voit les guillemets. Je suis beetler. Du lundi au vendredi, je travaille depuis 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Le samedi, nous terminons vers 6 heures du soir et nous avons 3 heures pour nous reposer et prendre notre repas. J'ai 5 enfants. Pour tout mon travail, je reçois 10 shillings 6 pence par semaine. Ma femme travaille aussi et gagne par semaine 5 shillings. La fille aînée, âgée de 12 ans, garde la maison. C'est notre cuisinière et notre seule aide. Elle apprête les petits pour l'école. Ma femme se lève et part avec moi. Une jeune fille qui passe devant notre maison me réveille à 5h30 du matin. Nous ne mangeons rien avant d'aller au travail. L'enfant de 12 ans a soin des plus jeunes pendant toute la journée. Nous déjeunons à 8 heures et pour cela nous allons chez nous. Nous prenons du thé une fois la semaine. Les autres jours, nous avons une bouillie, stir-about, tantôt de farine d'avoine, tantôt de farine de maïs, suivant que nos moyens nous le permettent. En hiver, nous avons un peu de sucré d'eau avec notre farine de maïs. En été, nous récoltons quelques pommes de terre sur un petit bout de terrain que nous cultivons nous-mêmes, et quand il n'y en a plus, nous revenons à la bouillie. C'est comme cela d'un bout de l'an à l'autre, dimanches et jours ouvrables. Je suis toujours très fatigué le soir, une fois ma journée finie. Il nous arrive quelquefois de voir un brin de viande, mais bien rarement.
3 de nos enfants vont à l'école. Nous payons pour chacun 1 penny par semaine. Le loyer de notre maison est de 3 pence par semaine. La tourbe pour le chauffage coûte au moins 1 shilling 6 pence tous les 15 jours. Fermez les guillemets. Voilà la vie de l'Irlandais, voilà son salaire. Note 235. En fait, la misère irlandaise est devenue de nouveau le thème du jour en Angleterre. À la fin de 1866 et au commencement de 1867, un des magnats de l'Irlande, Lord Dufferin, voulut bien y porter remède, dans les colonnes du Times de 100 ans. Quelle humanité, dit Méphisto, quelle humanité chez un si grand seigneur. On a vu par la table E qu'en 1864, sur les 4 368 610 livres sterling du profit total réalisé en Irlande, 3 fabricants de plus-value en accaparèrent 262 610, mais qu'en 1865, les mêmes virtuoses de l'abstinence, sur 4 669 979 livres sterling, en empochèrent 274 448. En 1864, 646 377 livres sterling se distribuèrent entre 26 individus. En 1865, 736 448 livres sterling entre 28. En 1864, 1 066 212 livres sterling entre 121. En 1865, 1 320 996 livres sterling entre 186. En 1864, 1131 individus encaissèrent 2 158 118 livres sterling, presque la moitié du profit total annuel. Et en 1865, 1194 fauteurs d'accumulation s'approprièrent 2 418 933 livres sterling, c'est-à-dire plus de la moitié de tous les profits perçus dans le pays. La part léonine qu'en Irlande, comme en Angleterre et en Écosse, un nombre imperceptible de grands terriens se taille sur le revenu annuel du sol, est si monstrueuse que la sagesse d'État anglaise trouve bon de ne pas fournir sur la répartition de la rente foncière les mêmes matériaux statistiques que sur la répartition du profit. Lord Dufferin est un de ces léviathans. Croire que rente foncière, profits industriels ou commerciaux, intérêts, etc. puissent jamais dépasser la mesure, ou que la pléthore de richesse se rattache en rien à la pléthore de misère, c'est pour lui naturellement une manière de voir aussi extravagante que malsaine, unsound. Sa seigneurie s'en tient au fait. Le fait, c'est qu'à mesure que le chiffre de la population diminue en Irlande, celui de la rente foncière y grossit. Que le dépeuplement fait du bien entre guillemets aux seigneurs du sol, partant au sol, et conséquemment au peuple, qui n'en est qu'un accessoire. Il déclare donc qu'il reste encore trop d'Irlandais en Irlande, et que le flot de l'immigration n'en emporte pas assez. Pour être tout à fait heureux, il faudrait que ce pays fût débarrassé au moins d'un autre tiers de million de paysans. Et que l'on ne s'imagine pas que ce lord, d'ailleurs très poétique, soit un médecin de l'école de San Grado, qui, toutes les fois que le malade empirait, ordonnait une nouvelle saignée jusqu'à ce qu'il ne restât plus au patient ni sang ni maladie. Non, Lord Dufferin ne demande que 450 000 victimes, au lieu de 2 millions. Si on les lui refuse, il ne faut pas songer à établir le millénium en Irlande. Et la preuve en est bientôt faite. Nombre et étendue des fermes en Irlande en 1864. Fermes qui ne dépassent pas 1 acre, 48 653. Superficie, 25 394 acres. Fermes entre 1 et 5 acres, 82 037. Superficie, 288 916 acres. Fermes entre 5 et 15 acres, 176 368. Superficie, 1 836 310 acres. Fermes entre 15 et 30 acres, 136 578. Superficie, 3 051 343. Ferme entre 30 et 50 acres, 71 961. Superficie, 2 906 274. Ferme entre 50 et 100 acres, 54 247. Superficie, 3 983 880 acres. Ferme supérieure à 100 acres, 31 927. Superficie, 8 227 807 acres. Superficie totale, comprenant aussi les tourbières et les terres incultes, 20 319 924 acres. De 1851 à 1861, la concentration n'a supprimé qu'une partie des fermes des 3 catégories d'1 à 15 acres, et ce sont elles qui doivent disparaître avant les autres. Nous obtenons ainsi un excès de 307 058 fermiers, et en supposant que leurs familles se composent en moyenne de 4 têtes, chiffre trop modique,
Il y a à présent 1 228 232 surnuméraires, entre guillemets. Si, après avoir accompli sa révolution, l'agriculture absorbe un quart de ce nombre, supposition presque extravagante, il en restera pour l'immigration 921 174. Les catégories 4, 5, 6, de 15 à 100 acres, chacun le sait en Angleterre, sont incompatibles avec la grande culture du blé, et ils n'entrent même pas en ligne de compte dès qu'il s'agit de l'élevage des moutons. Dans les données admises, un autre contingent de 788 761 individus doit filer. Total, 1 709 532. Et comme l'appétit vient en mangeant, les gros terriens ne manqueront pas de découvrir bientôt qu'avec 3,5 millions d'habitants, l'Irlande reste toujours misérable, et misérable parce que surchargée d'Irlandais. Il faudra donc la dépeupler davantage pour qu'elle accomplisse sa vraie destination, qui est de former un immense pacage, un herbage assez vaste pour assouvir la faim dévorante de ces vampires anglais. Note 236. Ce procédé avantageux a, comme toute bonne chose en ce monde, son mauvais côté. Tandis que la rente foncière s'accumule en Irlande, les Irlandais s'accumulent en même proportion aux États-Unis. L'Irlandais, évincé par le bœuf et le mouton, reparaît de l'autre côté de l'Atlantique sous forme de feignane. Et, en face de la reine des mers sur son déclin, se dresse de plus en plus menaçante la jeune république géante. Acerba fata Romano sagunt, celusque fraternae nescis. C'est ainsi, un âpre destin poursuit les Romains, et le crime impie de tuer son frère. Horace, Épode 7.